demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. 5 jours après le démarrage de l'opération Sokola 1 pour résorber les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, le gouvernement congolais dresse un bilan à mi-parcours. Les résultats obtenus jusque-là par les FARDC sont plus qu'encourageants. Le porte-parole du gouvernement l'a dit au cours de sa rencontre avec la presse de ce mardi. S'agissant des perquisitions des propriétés de l'ex-commissaire de la police nationale congolaise, le gouvernement congolais justifie sa décision et attend des explications claires sur l'identité des personnes occupant les lieux. La loi des finances pour l'exercice 2014 a été jugée recevable ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux se sont, après débat, accordés sur la recevabilité de cette loi. Et c'est ce mardi que devait en principe entrer en vigueur la décision du chef de la police de Kinshasa interdisant au bus Mercedes 207 de desservir la commune de Gombe. Sur le terrain, la décision n'a pas été totalement suivie. Vous suivrez également dans ce journal les réactions des députés nationaux sur cette mesure. Ces derniers saluent la mesure mais suggèrent tout de même à la police de trouver une solution pour éviter la paralysie dans le secteur du transport en commun. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bilan de l'opération Sokola 1 lancée pour démanteler les groupes armés actifs dans le territoire de Béni. Il en a été question au cours du point de presse animé ce mardi par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. 5 jours après le démarrage, le gouvernement se félicite des résultats obtenus par les FARDC qui jusqu'à ce jour sont les seuls à mener cette offensive avec l'appui logistique de la MONUSCO. Nadine Lengue, Pati Alouma. C'est avec une joie immense que le porte-parole du gouvernement annonce aux journalistes les premiers résultats de l'opération Sokola 1 qui se déroule présentement au Nord Kivu avec l'objectif de désarmer les forces négatives et d'autres groupes armés irréguliers qui écument la partie orientale du pays. Lambert Mende signale déjà que les bastions de l'ADF dans le Nord Kivu sont tombés entre les mains de FARDC. Même si elles reçoivent un appui logistique apprécié de leurs partenaires de la force MONUSCO, il faut dire que les FARDC sont jusqu'à ce jour les seuls à mener sur terrain cette traque contre les forces négatives. Ici également, les premiers résultats de l'opération Sokola 1 sont très encourageants. Plusieurs plateformes, places fortes de la rébellion des IDF dans le Grand Nord Kivu, sont d'ores et déjà tombées entre les mains des FARDC. Concernant de nouveaux recrutements à partir de l'Ouganda et du Rwanda, opérés par les responsables de l'ex-M23 en vue d'une nouvelle agression, le porte-parole du gouvernement précise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend très au sérieux les informations faisant état d'une nouvelle agression en préparation contre notre pays. Nous n'avons pas vocation à tolérer indéfiniment des sévices venus de l'étranger contre notre peuple. Ceux qui continuent à en rêver doivent savoir que notre ferme volonté de vivre en paix avec tous nos voisins ne doit plus jamais être considérée comme de la faiblesse. La République démocratique du Congo est préparée à répondre
à toute provocation, à toute agression visant à la déstabiliser, d'où qu'elle vienne et sous quelque forme qu'elle soit. Le gouvernement dit toute son indignation sur ces deux pays qui multiplient des manœuvres dilatoires pour le rapatriement de ces éléments attendus en RDC pour leur participation au programme DDR. Au cours de ce face-à-face avec la presse, Lambert Mendes s'est exprimé sur la question relative à l'arrestation de l'ancien collaborateur du feu général Mamadou Ndala. Arrêté depuis quelques jours, le capitaine Banza doit répondre devant les enquêteurs d'un certain nombre de faits lui reprochés, dont le vol des effets du général Mamadou. Je propose un extrait de ses propos choisis par Nadine Laing. C'est dans cette optique que s'inscrit l'interpellation à Kinshasa d'un officier, ancien collaborateur du général Mamadou, qui doit répondre devant les enquêteurs d'un certain nombre de faits, notamment le vol des effets du regretté général Mamadou, dont il s'était emparé en fouillant son corps, sans titre ni droit, après la mort de ce dernier. Alors qu'un ordre lui avait été donné après les funérailles du général Mamadou à Kinshasa, funérailles auxquelles il avait été autorisé à certains de ses collaborateurs venus de Béni de prendre part, cet officier a été instruit de rejoindre avec ses collègues la garnison de Béni pour s'y mettre à la disposition des enquêteurs. Il a violé cette consigne en restant à Kinshasa alors que tous ses camarades étaient rentrés à Béni pour se mettre à la disposition de l'enquête. Il a plutôt préféré prendre langue avec des chancelleries, avec des médias étrangers à Kinshasa pour négocier de prétendus scoops sur l'assassinat de Mamadou en échange d'un visa pour aller se la couler douce, puisqu'on croit qu'à l'étranger, on se la coule douce à l'étranger. La situation sécuritaire au Katanga était au centre des échanges entre le président de l'Assemblée provinciale du Katanga et le ministre de l'Intérieur Mouyej Manguez-Mans qui séjourne actuellement dans cette partie du pays. Pour le président de l'organe délibérant du Katanga, l'insécurité observée dans cette province est consécutive au chômage. Les deux personnalités ont également abordé la question relative au malaise au sein de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Suivez. Des sujets d'actualité dans la province du Katanga. Les phénomènes Bakata-Katanga, les malaises sociales qui prévaut à la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, qui risquent de perturber l'ordre public pour peu qu'on y prête attention. Ces sujets ont été abordés lors des échanges entre le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mans, et le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Les phénomènes Bakata-Katanga, parce qu'il faut en parler, c'est tout simplement une histoire qui vient comme un coup de vent, et principalement le fait que la plupart de nos jeunes ne sont pas occupés. Mon approche à moi est qu'il faut continuer la campagne de sensibilisation, de dissuasion et surtout d'encadrement. Pour les autorités provinciales, la situation qui prévaut à la SNCC mérite une attention particulière du gouvernement central. C'est ce qui a été fait. Nous avons échangé sur la situation de sécurité de la province, mais nous avons dit un mot aussi sur la situation de la SNCC. Et pour toutes les deux situations, il a fait des propositions très utiles. J'estime qu'il faut intégrer dans les programmes d'apaisement. Un message a été lancé par le ministre Richard Mouyej ainsi que l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza aux éléments Maï-Maï qui traînent encore les pieds en brousse de s'y rendre aux autorités locales pour leur encadrement. Réagissant à la question des perquisitions dans la propriété de l'ancien commissaire de la police nationale congolaise, John Numbi, le porte-parole du gouvernement indique qu'un mouvement suspect a été observé dans la ferme de ce dernier. Pour l'heure, les autorités attendent de lui des éclaircissements sur l'identité des personnes qu'il héberge. Lambert Mende, des propos recueillis par Nadine Laing et Pati Alouma. Un chantier inachevé, c'est une maison, 1 ou 2 étages, pas encore achevée. Mais bon, est-ce que c'est des squatters? Est-ce que c'est avec l'autorisation du propriétaire? Ces gens étaient là, on a un assez grand nombre. On ne les avait jamais vus à Lubumbashi. Des soupçons circulaient que c'était des Maïmaï, Katakatanga, etc. Et ils s'en sont ouverts à leur hiérarchie qui a saisi la justice militaire, donc la cour militaire de Lubumbashi, qui a émis
un ordre de perquisition. Et donc, les services compétents de la justice militaire se sont rendus sur les lieux. Ils n'ont pas rencontré de résistance. Ils ont mis aux arrêts 18 personnes avec une arme. Ils ont trouvé une arme sur les lieux. Et donc, tous ces gens ont été conduits dans les services de l'auditorat militaire pour être interrogés. C'est après la perquisition ou pendant que l'on découvrira que le chantier appartenait au lieutenant-général John Numbi. Pas sûrement qu'il aura à donner des explications pour éclairer la nature de ces personnes qui sont là-bas et qui ne sont pas connues ni à la commune ni ailleurs. Bon, nous attendons les résultats de cette enquête. On pourra savoir s'il s'agit de personnes dangereuses pour l'ordre public. Le parquet prendra alors la décision voulue. Si c'était des squatters qui innocemment occupaient un espace parce que les travaux avaient cessé pendant un certain temps sur ce chantier, nous le saurons également. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la suspension de l'élection du vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu, une décision consécutive aux multiples reports de cette élection due à l'absence des candidats à ce poste. Ici est de noter qu'en vertu de l'article 168 de la loi électorale, seule la majorité est autorisée à présenter un candidat pour remplacer l'un de ses membres qui occupait ce poste. L'annonce de la suspension a été faite ce mardi au cours d'un point de presse tenu par le rapporteur de la CENI, Paul Félicien Nangana et Fiston Bouini. C'est désormais officiel, la Commission électorale nationale indépendante vient de suspendre l'élection du vice-gouverneur du Sud-Kivu. Ne peuvent concourir que les membres de la majorité présidentielle, car Jean-Claude Kibala, aujourd'hui ministre du gouvernement Matata, était issu de la majorité au pouvoir. Pour le rapporteur de la CENI, qui a annoncé cette décision du report, est prise malgré des échanges avec la MP, la CENI continue à attendre la réaction de cette plateforme politique pour donner à la province du Sud-Kivu son vice-gouverneur. Surtout que l'électorat soit disponible, parce que imaginez-vous que s'il faut demander à celui qui a le droit de convoquer l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu en session extraordinaire, juste pour venir élire le vice-gouverneur, ça a un coût. Imaginez payer les billets de tous ces gens-là. Et quand nous organisions même nous ça pendant ce temps, c'est parce qu'ils sont en session extraordinaire qui était déjà convoqués, nous allions nous greffer. Donc quand toutes ces conditions seront réunies, nous vous tiendrons au courant et nous vous inviterons, avant même de sortir la décision, nous échangerons avec vous pour que vous puissiez informer votre peuple. Surtout avoir la patience parce que c'est depuis septembre qu'il y a vacances. Non, c'est depuis le 9 mai 2012 qu'il y a vacances, parce qu'il n'y a pas eu d'appel. Patience, ne cherchons pas à nous accuser les uns et les autres. Par la même occasion, la CENI a annoncé l'irrécevabilité de la candidature d'une candidate Fora Mathilde en application des dispositions des articles 159 et 160 de la loi électorale. L'élection du remplaçant de Jean-Claude Kibala dépend donc désormais de la réaction de la majorité présidentielle. Le processus de recensement de la population congolaise engagé depuis le 18 août 2009 connaîtra son apogée en 2015. Les préalables, notamment la cartographie du recensement, étant en cours de finalisation, l'opération proprement dite s'en trouve facilitée et ne durera au maximum que 30 jours. Plus de doute possible, l'exigence des concertations nationales sera rencontrée. Toutefois, le tri entre Congolais et non-Congolais, autrement dit l'identification, risque de poser de sérieux problèmes, de même que les exigences financières en rapport avec les choix finaux dans le processus électoral à l'horizon 2016. Et cette situation a inspiré ce commentaire de la rédaction rendu par Placide Kanza. Plus rien n'arrêtera le processus enclenché pour le recensement de la population vivant à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo. Décidé par un décret pris le 18 août 2009 par Adolphe Muzito, leur Premier ministre, l'opération est sur le point de prendre sa vitesse de croisière, rassure le service des communications du Bureau central du recensement, défini comme l'organe chargé de la planification, l'exécution et le suivi de toutes les activités du recensement général de la population et de l'habitat.
Aux échéances de 2006 et de 2011, la classe politique était en effervescence suite à l'opacité qui avait entouré la question de la population électrice. D'ailleurs, il était quasi impossible de déterminer avec précision la taille de la population appelée à choisir ses dirigeants au suffrage universel direct. Désormais, tous les acteurs sont d'accord pour que les scrutins 2016 ne se fassent pas sans avoir réalisé au préalable le recensement de la population. Un deuxième décret signé le 31 août 2011, soit plus de 2 années après, consacre la volonté de l'ensemble de la classe politique, la phase d'exécution devenue inéluctable. Tous les espoirs sont permis afin que les souhaits formulés par la députée Jaïnet Kabila du haut de la tribune de l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement Matata deviennent une réalité. Il est clair que sans le recensement, il est difficile, voire impossible, d'entrevoir le développement et l'émergence dans des conditions optimales de réussite. Si les phases préliminaires ont pris du temps, la raison est simple. La volonté de faciliter le travail pour la suite des opérations. En 1984, le recensement scientifique de l'époque manuellement exécuté s'était déroulé sur une période relativement longue. Ce ne sera pas le cas pour le recensement 2016. Au minimum 2 semaines, au maximum 1 mois, soutient Patrick Tiamala du BCR. En effet, avec les techniques modernes, le temps de collecter des compilations de données est écourté. D'ailleurs, des partenaires sont annoncés pour apporter leurs contributions respectives à la réussite de cette opération attendue depuis les lustres en RDC. Entre le recensement et l'identification, il y a une différence de taille. La première opération consiste à faire les décomptes de la population habitant dans un pays, nationaux ou étrangers sont simplement comptés sans chercher à connaître leur origine respective. Les expériences malheureuses de 2006 et 2011 ne doivent pas être rééditées au risque de crucifier définitivement les listes démissionnaires. L'identification n'étant pas encore à l'ordre du jour suite à des difficultés de divers ordres, il est évident que les Congolais se contenteront de la carte d'électeur délivrée de la manière décriée par tous. La Cour pénale internationale a menacé ce lundi de renvoyer en RDC 3 témoins qui ont demandé l'asile aux Pays-Bas en 2011, transférés depuis leur prison à Kinshasa en mars 2011 pour témoigner dans le procès pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre de 2 chefs de milice congolais, Mathieu Ngudjolo-Chui et Germain Katanga. Les 3 témoins craignant pour leur sécurité avaient demandé l'asile politique dans ce pays. Et ce lundi, la Cour a, après consultation avec les autorités des Pays-Bas, ordonné au greffier de prendre les mesures nécessaires en vue du renvoi sans délai de ces 3 témoins. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont examiné la loi des finances pour l'exercice 2014 présentée par la commission ECOFIN. Après débat, les élus du peuple ont jugé recevable cette loi malgré les failles relevées au cours des discussions. Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Ces projets de budget améliorés en commission visent notamment l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Après la lecture du rapport, les députés nationaux ont jugé ces travaux recevables. Toutefois, ils continuent à émettre quelques critiques pour permettre de doter les gouvernements congolais d'un budget conséquent pour l'exercice 2014. Le rapport que la Commission présente ne reflète tout simplement le budget, l'analyse du budget tel que présenté par le gouvernement. Il n'y a ni plus ni moins. Mais les députés ont tout fait pour identifier certaines choses et demander les corrections éventuelles. Il s'agit par exemple de multiples comptes qui sont actionnés par le gouvernement au mépris des dispositions légales en gestion, la gestion des trésors publics, des finances publiques. Il y a eu la variation par exemple des chiffres pour notre priorité, l'armée, ils ont augmenté. En fait, c'était tout simplement revoir tant bien que mal, mais le budget est très insignifiant. Si nous étions rigoureux, ça nécessiterait même une commission d'enquête pour savoir si ces comptes parallèles existent bel et bien. Autre chose, c'est par rapport à la commission électorale indépendante. Je crois qu'il faut augmenter sensiblement son budget de fonctionnement. Surtout qu'en cette année, si on veut que les élections se tiennent dans le délai et que les calendriers soient respectés, eh bien il faut installer la CENI. Les structures de la CENI jusqu'au niveau le plus bas, à l'intérieur, et ça nécessite de l'argent.
Au-delà des 8 jours accordés à la commission ECOFIN et de contrôle budgétaire relatif à ce projet de loi, le secrétariat d'appoint de la dite commission est chargé de recueillir les avis et considérations de tous avant son transfert au Sénat pour la seconde lecture. Le 21 janvier, c'est ce mardi et c'est justement la date butoir pour l'entrée en vigueur des mesures prises par le nouveau chef de la police de Kinshasa pour réglementer la circulation routière. En l'occurrence, l'interdiction aux Mercedes 207 de desservir le centre-ville. Sur le terrain, on a quand même enregistré des cas de violation de cette décision. Certains conducteurs rencontrés au centre-ville saluent la mesure et insistent sur son suivi pour contraindre les conducteurs de ces véhicules à respecter le code de la route. Jémi Mamogo et Bébi Malobo. L'ultimatum lancé par l'inspecteur provincial de la police nationale ville de Kinshasa est arrivé à terme. Aucun bus de marque Mercedes 207 ne devait plus atteindre le centre d'affaires de Kinshasa. Sur le terrain, l'on constate, malgré la présence de ces hommes en uniforme, que les véhicules incriminés circulent comme d'habitude sur le boulevard du 30 juin sans s'émouvoir le moins du monde. Cette mesure réjouit certains taximens qui, toutefois, estiment que les conducteurs de 207 ne respectent jamais le code de la route. Cette décision n'est pas aussi mal que ça, vu le nombre d'accidents et des morts dus à ces véhicules. Que les autorités maintiennent cette décision, dit cet homme. De son côté, l'Association des chauffeurs du Congo menace d'appeler ses membres à aller en grève si le commandant en chef de la police provinciale ne revoit pas sa décision. En fait, la SECO juge discriminatoire cette mesure qui tombe à un moment où l'État n'est pas encore à même d'assurer seul le transport en commun. Affaire à suivre. Et il faut dire que cette mesure ne va pas sans réaction. Les députés de la circonscription électorale de Kinshasa, interrogés à ce sujet, saluent la mesure. Néanmoins, ils demandent au chef de la police de Kinshasa, initiateur de la mesure, de trouver une solution palliative pour éviter les perturbations dans le secteur du transport. Je vous propose d'écouter le député national Guilain Chibala. Il est au micro de Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Décision qui n'a pas ni tête ni quai, puisque quand vous dites que les 207 ne vont plus circuler dans la ville de Kinshasa, vous allez les remplacer par quoi? Donc il faudrait, quand vous avez un plan A, vous avez un plan B, moi je crois que c'est mieux. Vous dirigez tout un pays, mais vous ne savez pas, vous commencez par où et vous allez terminer par où. Je m'inscris en faux contre cette décision. Et qui a pris cette décision? C'est celui qui dirige la ville ou bien un commandant de la police qui se réveille, comme ici tout le monde est devenu chef, il prend une décision et ça devient une décision qui peut s'appliquer. Non, on doit voir s'il faut supprimer ce genre de véhicules. Il faut voir, nous commençons par où et nous terminons par où. Et à présent, Mariam Boya va nous rejoindre pour nous lire la presse parue ce matin dans la capitale. Les journaux parvenus à notre rédaction ce mardi traitent plusieurs sujets. Ainsi, il est fait état de la présence de Zadef Nalou en province orientale, des élections et de la perquisition de propriétés de John Numbi. Ouvrons le bal avec l'avenir qui révèle le mouvement de rebelles ougandais de Adef Nalou vers la province orientale et c'est 5 jours après le lancement de l'opération Sukola 1 destinée à démanteler les groupes armés encore actifs dans les territoires de Béni. Information émanant de sources locales, néanmoins les FARDC rassurent qu'en cas de déplacement de ce mouvement vers une autre province, le mécanisme de sécurité mis en place fonctionnera automatiquement. 2 propriétés de John Numbi ont été perquisitionnées à Lubumbashi, renseigne le phare. Suspendu de ses fonctions depuis 2010 à la suite de soupçons de son implication dans l'assassinat de Floribert Chebeya et remplacé au poste par le général Charles Bisengimana, le général John Numbi semble s'y trouver toujours dans les collimateurs de services de sécurité selon des sources concordantes. Elles ont laissé entendre que la fouille a permis de débusquer 6 miliciens Maï-Maï dans la première propriété ainsi qu'une requête, conclut le confrère.
Le potentiel, quant à lui, adopte un autre pas de danse, celui des élections, et parle du recensement de la population congolaise. Engagé depuis 2009, celui-ci connaîtra son apogée en 2015. Tous les préalables étant réunis, l'opération proprement dite ne durera au maximum que 30 jours. Un bémol tout de même, l'identification risque de poser de sérieux problèmes, de même que l'exigence financière en rapport avec les choix finaux dans les processus électoraux à l'horizon 2016. Et pour finir, la prospérité consacre elle aussi sa manchette aux élections de 2016. À ce sujet, le MLC s'y prépare avec ou sans Bemba. Se basant sur les dires de Thomas Louaka, le quotidien démontre que ni l'actuelle majorité ni les déchirures persistantes au sein de l'opposition ne sauraient réduire au silence le mouvement de libération du Congo. L'absence de son leader Jean-Pierre Bemba, toujours sous le contrôle d'un geôlier à la CPI, à la haie, n'ébranle nullement le MLC dans sa foi quant à la conquête du giron du pouvoir d'État à Kinshasa. Thomas Louaka en a donc pris date avec l'histoire 2016, ça passera ou cassera. Raté en 2006 en dépit du suffrage appréciable récolté par Bemba Gombo, à l'issue de ces chaudes empoignardes avec Joseph Kabila, le pouvoir selon lui pliera cette fois les chines devant la montée en puissance du MLC. Et ça sera tout pour cette revue de presse. Bisous Mbouindoya. Merci Maria pour ce condensé de la presse et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.